Déjà, en matière d'audit, c'est une exigence normative. C'est-à-dire toutes les normes de management, ils contiennent un chapitre, dans une partie du chapitre 9 qui est consacrée aux audits. Et il y a un changement au niveau de la norme. Donc, il y a une révision. La première norme était en 2011 et maintenant, il y a la révision de 2018. Donc, c'est la dernière norme ISO 19011 qui traite le management d'audit. Et on va voir que présente cette norme pour comprendre l'ensemble des lignes directrices de la norme, parce que ce n'est pas une norme certifiable, donc c'est une norme qui va nous donner les lignes directrices, comment réaliser un audit depuis la programmation jusqu'à l'amélioration continue. Alors, dans cette norme, nous allons parler des chapitres qui sont évoqués dans la norme 19011-2018. Eh bien, c'est pas la structure, c'est une structure qui contient le domaine d'application, les références normatives, termes et définitions. Et après, nous allons aborder les principes d'audit, qui sont des éléments essentiels que chaque auditeur doit bien comprendre et doit bien respecter. Donc, je ne dis pas uniquement comprendre, mais comprendre et respecter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une évaluation de conformité, d'efficacité et d'amélioration. Et pour faire une évaluation, il faut que l'auditeur soit le plus objectif possible, indépendamment des conséquences, mais il faut qu'il y ait une objectivité. Et nous allons voir les principes de l'audit. Après, il y a le management d'un programme d'audit, et on sait très bien que la norme 19011, elle est aussi basée sur l'approche d'amélioration continue, la PDCA. Donc, il faut commencer par planifier. C'est toute la partie planification du programme d'audit. Et là, je mets le point sur un détail très important. Donc, on parle de la norme 19000 dans sa version 2011. On parle du management d'un programme d'audit et non pas d'un planning d'audit. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont déjà travaillé dans le système de management ont travaillé avant avec un planning d'audit et la norme, elle est là pour parler de quelque chose qui est plus important que juste le planning. Et un programme, nous allons voir un programme, ça contient déjà un objectif du programme, ça contient un champ, ça contient une planification, ça contient une optimisation et c'est vraiment un vrai programme qu'il faut gérer. Et après, nous allons voir la réalisation d'un audit. Et dans la partie 6, c'est toute la partie technique. Alors, les techniques de questionnement, les techniques de vérification, les techniques de consultation des documents, les techniques d'observation, les techniques d'échantillonnage. Tout ça, ce sont des éléments très importants que nous allons voir. Et de la partie 6, ça concerne l'élaboration d'un rapport d'audit. Et le rapport d'audit, il faut qu'il y ait un rapport avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire un rapport qui va permettre à l'entreprise de réaliser une amélioration de son efficacité, de son performance. Et après, il y a toute la partie chapitre 7, compétences et évaluation des auditeurs. Tout simplement parce que les auditeurs, ce sont eux qui vont réaliser les audits et ce sont eux qui vont donner la valeur ajoutée au système de management. Alors, si l'auditeur ne dispose pas des compétences nécessaires, son rapport, il sera d'un rapport superficiel ou parfois un rapport qui n'est pas vraiment un rapport d'amélioration. Et bien sûr, le système va perdre en efficacité. Alors, les compétences des auditeurs, et après, il faut faire une évaluation des auditeurs. Sur la base de quoi? Sur la base des rapports qui sont émis par les auditeurs. Donc, tout ça, nous allons le voir d'une façon globale. Et je vais essayer d'être rapide dans ce week-end, c'est-à-dire la séance d'aujourd'hui et la séance de demain, pour libérer les 2 séances du week-end prochain, Inch'Allah, à faire des exercices pratiques, c'est-à-dire à parler pratiquement des exercices que nous allons réaliser ensemble et que vous allez préparer entre les 2 week-ends. Et comme ça, vous allez beaucoup plus mettre la main dans la pâte et apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire apprendre par la pratique, learning by doing. Alors, est-ce que déjà vous m'entendez bien?
parce que j'ai un souci de micro. Est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5. Très bien, marhaba. Si jamais il y a une coupure, quelque chose comme ça, il faut m'aviser. Merci beaucoup. Alors, déjà, on commence par terme de définition, comprendre ce qu'on a comme terme de définition. Déjà, on commence par l'audit. C'est quoi un audit? Alors, il y a plusieurs définitions dans la littérature française, mais nous, on va nous consacrer à la définition qui est donnée par la norme. Alors, que dit la norme? Un audit, c'est un processus méthodique. Donc, puisqu'on appelle un processus, ça veut dire déjà, il faut déjà commencer par se rappeler c'est quoi un processus. Donc, on parle de processus, c'est un ensemble d'activités corrélées interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Et effectivement, l'audit, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est basé sur des documents de référence, les critères d'audit, il est basé sur un champ d'audit, il est basé sur des compétences, ce sont des éléments d'entrée, il est basé sur des observations, des questions, et après, le résultat final, c'est-à-dire l'élément de sortie, ce sont les constats qui sont présentés sous forme d'un rapport d'audit. Alors déjà, c'est un processus. Deuxièmement, il est méthodique. Ça veut dire qu'il y a une méthode. Et la méthode, c'est une méthode qui est généralement basée sur un échantillonnage, un questionnement, une vérification et une affirmation d'un résultat. Il est aussi indépendant. C'est-à-dire, pour assurer l'objectivité, il faut qu'il y ait cette indépendance. C'est-à-dire qu'il y a une indépendance entre l'auditeur et l'audité, et entre l'auditeur et les processus audités ou bien les champs audités. Alors, ces mots critères, champs, je vais les expliquer en détail par la suite, Inch'Allah. Et aussi, c'est un processus qui est documenté. Donc, il faut qu'il y ait des documents qui vont donner le résultat, c'est de la base de la communication entre l'auditeur et l'audité. Et ce sont des éléments de référence et ce sont des éléments de preuve, comme quoi l'audit a été réalisé. Et voilà les constats qui ont été donnés par l'auditeur. Alors, ce processus, il permet quoi? Alors, il permet deux choses essentielles. Ça permet d'obtenir des preuves objectives. Ça veut dire, je ne peux pas me prononcer sur une conformité par rapport à une exigence sans qu'il y ait une preuve objective. Alors ça, il faut le retenir dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à argumenter vos constats sur la base de preuves. Et les preuves, il faut qu'il y ait une objectivité. Et bien sûr, de les évaluer ces preuves de manière aussi objective. C'est-à-dire qu'il est basé sur beaucoup d'objectivité pour donner de la valeur et pour donner un cliché réel de la situation. Alors, ces preuves objectives, les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Et lorsqu'on parle de critères d'audit, ça veut dire qu'est-ce qui vous a été donné comme référence sur lesquelles vous allez vous appuyer pour dire est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme. Alors, si on retient la définition, une deuxième lecture. Donc, l'audit, c'est un processus. Ça veut dire que ce sont des éléments d'entrée avec plusieurs activités, depuis la réunion de la préparation du programme d'audit, depuis la sélection des auditeurs, depuis la planification des audits, depuis la fixation des critères d'audit, le champ d'audit et bien sûr toute la partie relative au management de cet audit. La sélection de l'auditeur pour assurer l'indépendance et bien sûr la documentation pour éléments de preuve et pour la traçabilité de cet audit. Alors là, tout ce qu'on fait donc, par rapport à ce processus, c'est d'obtenir des preuves. Ça veut dire je suis en train d'évaluer la conformité par rapport à un processus, par rapport à une procédure, par rapport à une réglementation ou par rapport à une instruction de travail, même avec un peu de détail. Et je dois voir les preuves objectives. Donc, la preuve, c'est ce que j'ai comme élément donné par l'audité, que ce soit par l'observation, que ce soit à travers les entretiens, que ce soit à travers les informations documentées. Alors, il faut évaluer ces preuves aussi d'une façon et d'une manière objective.
pour déterminer, ça veut dire les critères sur lesquels votre travail est en train d'évaluer, est-ce qu'ils sont satisfaits ou non. Alors, ça, c'est une définition donnée par la norme et par la pratique, nous allons comprendre beaucoup mieux ce processus d'une façon beaucoup plus réaliste. Alors, nous avons comme critère d'audit ce qu'on appelle les référentiels, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les politiques, les objectifs, la réglementation, les procédures, la norme, ça, ce sont des référentiels que nous allons voir. Il y a le système de management qui prévoit ce que l'on a prévu de faire, c'est-à-dire les documents, les moyens, l'organisation, la politique, les objectifs, tout ça. Donc ça, c'est partie du système. Si je suis dans un système de management qualité, mon référentiel, ce sera la norme ISO 9001, c'est-à-dire la norme, plus la réglementation si ça existe, plus ce que l'organisme a défini en interne comme exigence autre que ce qui est exigé par la norme. Si je suis dans le système de management de la sécurité, c'est la même chose. Je suis dans le référentiel ISO 45001 ou bien l'OSAS 18001, parce que les deux référentiels existent toujours. L'OSAS 18001, ça existe toujours, et l'ISO 45001, c'est la nouvelle norme de management de sécurité. Alors, si je suis dans l'environnement, c'est la même chose. Donc, je suis dans la norme ISO 14001, avec toute la partie nécessaire pour définie par la norme, avec tout ce qui est exigence définie par bien sûr l'entreprise. Le système de management, sur quoi il est basé, avec toutes ses composantes. Et il y a un troisième élément, c'est la réalité. La réalité, c'est le terrain. Et là, ça passe l'efficacité de l'auditeur. C'est-à-dire l'auditeur efficace, il ne va pas se contenter de ce qui est prévu dans le système. Pourquoi? Tout simplement parce que le système est basé sur la réponse à l'ensemble des référentiels. Mais est-ce que ce qu'on a prévu dans le système, est-ce qu'effectivement il est pratiqué sur le terrain? Et là, c'est la raison pour laquelle il faut, dans l'audit, faire une partie relative à la documentation et une partie relative à le terrain, c'est-à-dire l'approche terrain. Alors, s'il y a une différence entre ce qui est prévu dans le système et ce qui est prévu dans le référentiel, on parle ici d'écart documentaire. Si on parle de ce qui est la réalité par rapport à ce qui est exigé dans le référentiel, on est dans un écart d'application. Si dans ce qui est prévu dans le système et ce qui est réalisé, on est un écart sur la qualité. Si il y a le tout, on est dans l'efficacité et ça, on va le voir par les exercices pratiques. Alors, les audits. Les audits, il y a des types d'audits que nous allons détailler en ce moment. Il y a deux grandes catégories des audits. Il y a ce qu'on appelle les audits internes et les audits externes. Les audits internes sont généralement appelés les audits première partie et sont réalisés par ou pour le compte de l'organisme lui-même. Ça veut dire, je suis un organisme, je veux réaliser mes audits, je les réalise moi-même par les compétences internes ou je peux faire appel à des compétences externes pour auditer mon système de management ou mes systèmes de management. Donc, je suis le demandeur d'audit et le résultat d'audit, il sera remis à moi. Ça veut dire que je demande de faire l'audit et je vais avoir en fin de compte le rapport d'audit. Donc ça, on appelle l'audit interne. Il y a les audits externes. Donc, les audits externes, ce sont des audits qui ne sont pas demandés par l'organisme ou qui ne sont pas faits, pardon, qui ne sont pas faits par l'organisme lui-même. Les audits externes, ils comprennent généralement les audits de seconde partie et de tierce partie. Pour faire la différence, tout simplement, les audits de seconde partie sont réalisés par les parties ayant un intérêt à l'égard de l'organisme, comme les clients ou d'autres personnes agissant en leur nom. Ça veut dire que vous avez un client et le client, parfois, avant de s'engager avec vous sur un contrat de longue durée, il peut se présenter et faire un audit. Est-ce que vous avez la capacité de produire continuellement un produit conforme répondant à ses exigences et est-ce que vous avez la capacité de le faire? Alors ça, c'est on parle audit de seconde partie.
c'est-à-dire la deuxième partie, qui a un intérêt avec vous. Donc, c'est elle qui va demander cet audit. Et il peut le faire par ses propres moyens, ses propres compétences, comme il peut déléguer à un cabinet ou un consultant ou un auditeur externe pour faire le travail. Et c'est elle qui va recevoir le rapport d'audit. Alors ça, on parle d'audit de seconde partie. Il y a le troisième audit, le troisième type d'audit, ce sont les audits de tierces parties, qui sont réalisés par des organismes d'audit indépendants, tels que ceux qui courtoient l'enregistrement ou la certification de conformité ou des organismes publics. Ça veut dire, je veux avoir un certificat de conformité à la norme ISO 9001, et ce certificat, il ne peut être délivré que par des organismes qui sont accrédités dans le domaine. Donc, ils vont me faire un audit, et là, je suis dans un audit de tierce partie. Qui demande cet audit? Alors, c'est l'organisme. Pourquoi? Parce que c'est à lui de prendre l'initiative, de contacter l'organisme de certification pour programmer un audit tierce partie et pour avoir la conformité par rapport à un système de management ou des systèmes de management et en fin de compte recevoir un certificat de conformité. Alors, nous, on va nous pencher beaucoup plus sur la partie audit interne. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire des audits externes, et surtout des audits tierces parties, c'est un autre système de formation et de qualification. Donc, c'est un système de formation sur 5 jours, avec bien sûr un prérequis en matière de connaissance de la norme sur laquelle vous voulez devenir auditeur. Et ça demande aussi un examen, une évaluation finale. Généralement, c'est une évaluation en continu durant le jour de formation. Et il se termine les 5 jours par une évaluation écrite finale. Et après, il y a 2 corrections. Il y a correction par le formateur qui vous a formé. Et il y a une correction par un autre évaluateur, qu'on appelle évaluateur, sur vos questions. Et grâce aux résultats, vous serez certifié ou bien qualifié en tant qu'auditeur IRCA, c'est-à-dire International Recognized Certified Auditor. Là, je vous encourage effectivement, après avoir l'expérience en matière d'audit, de vous présenter et d'avoir ce certificat qui est auditeur IRCA, que ce soit dans la qualité, la sécurité ou l'environnement. Et ce sont des éléments qui vont améliorer vos connaissances et vos CV, valoriser vos CV. Il y a ce qu'on appelle les audits aussi combinés et audits conjoints. Et ça, c'est aussi ce dont des appellations qu'on donne par rapport au fonctionnement des audits, par rapport au système de management et par rapport aux auditeurs. Alors, audit combiné, c'est quoi? C'est un audit réalisé simultanément auprès d'un seul audité sur 2 systèmes de management ou plus. Ça veut dire, je mets en place, je suis un organisme, je mets en place un système de management qualité, sécurité, environnement, et je préfère ne pas faire des audits séparés. Ça veut dire faire un audit pour l'ISO 9001, et après, je passe un audit sur l'ISO 14001, et après, je passe un audit sur 45001 ou bien l'OSAS 18001. Je préfère de dire, je vais les passer en même temps. Et oui, c'est faisable. Et on parle ça d'audit combiné, c'est-à-dire un seul audité, c'est-à-dire l'organisme, il sera évalué par rapport aux 2 ou bien 3 systèmes sur lesquels il faut avoir son certificat. Donc, ici, on parle d'audit combiné. Alors, retenez bien, audit combiné. Alors, lorsque 2 ou plusieurs systèmes de management spécifiques à une discipline sont intégrés dans un seul système de management, on parle de système de management intégré. Et là, les auditeurs ou bien les organismes d'audit, je donne aussi une information importante, c'est que vous avez le choix entre passer un audit sur les 3 systèmes, si vous avez 3 systèmes, ou bien les 2 systèmes, et vous demandez un certificat. Ou bien, vous passez un audit combiné et vous demandez à l'organe certificateur de vous donner des certificats séparés. C'est quoi la différence dans cette astuce? Tout simplement, si jamais, avec le suivi, vous n'êtes pas conforme pour un des systèmes,
vous allez perdre un seul certificat et vous allez garder deux certificats ou bien un certificat. C'est la raison pour laquelle que les organismes, ils conseillent et les audités, ils préfèrent avoir 3 certificats s'ils ont les systèmes QSE ou bien 2 certificats s'ils ont deux systèmes. Alors là, on parle de audit combiné, c'est en fonction du nombre de systèmes. Maintenant, on va passer au audit conjoint. L'audit conjoint, c'est quoi? C'est un audit réalisé auprès d'un seul audité par 2 organismes d'audit au plus. Comment ça? Par exemple, je suis un organisme au niveau du Maroc. Je fais, par exemple, le textile et je veux avoir un certificat de conformité par rapport à la norme, par exemple, ISO 9001. Et je veux que ce certificat soit à portée internationale. Et je veux aussi un certificat à portée nationale. Donc, je peux faire appel à 2 organismes, c'est-à-dire un organisme Imanor pour un certificat de portée nationale, et je peux demander aussi à un autre organisme certificateur pour me donner un certificat avec une portée internationale, et c'est faisable. Parfois, je peux avoir 2 certificats avec 2 organismes de mon choix. Par exemple, je choisis 2 organismes, SGS par exemple avec Veritas, ou bien SGS avec TÜV, ou bien TÜV avec AFNOR. Donc, c'est à moi de choisir. Et comme ça, je vais faire quoi? Je vais avoir 2 certificats. Alors, comment ça se passe? Est-ce que je serai audité en 2 temps par chaque organisme? Alors, non. Dans l'audit conjoint, il va y avoir les 2 organismes qui vont travailler, les autres certificateurs. Ils vont travailler en une seule équipe. Et ils vont partager le plan d'audit en fonction du nombre des auditeurs qui seront missionnés. Et comme ça, vous allez réaliser un seul audit et vous allez avoir 2 certificats ou 3 certificats en fonction du nombre d'organismes certificateurs que vous avez demandé. Alors là, pour faire la différence entre audit combiné qui concerne le nombre de systèmes de management sur lesquels vous voulez être audité, et bien sûr, l'audit conjoint, ça veut dire des organismes de certification qui vont vous auditer. Alors là, c'est un choix, bien sûr, et parfois on trouve en même temps un audit combiné et conjoint. Comment ça, combiné et conjoint? Ça veut dire nous allons 2 ou 3 organismes certificateurs qui vont auditer à la fois 2 ou 3 systèmes de management de l'organisme. Alors, jusqu'ici,